Elle a arpenté la planète dès les premières années de sa carrière de journaliste. Les reportages se succèdent. Amérique latine, Asie du Sud-Est, Portugal, Corne de l'Afrique. Et dans les années 1980, Colette Braeckman se concentre sur le pays dont elle rêvait depuis l'enfance, le Congo, devenu Zaïre, ex-colonie belge. Elle y couvre les dernières années du régime Mobutu, l'arrivée au pouvoir des Kabila, père et fils, les guerres successives et les drames humanitaires. Et puis au Rwanda, elle suit toutes les étapes du génocide des Tutsis, depuis les signes avant-coureurs de la tragédie jusqu'à son accomplissement. Bonsoir Colette Braeckman. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde, journaliste, grand reporter. Vous avez longtemps été au service international du quotidien francophone belge Le Soir et vous publiez ce livre Mes carnets noirs. C'est aux éditions Werich dans la collection Documents. Vous retracez votre parcours, vous rassemblez le grand puzzle de votre vie et forcément, on se retrouve en République démocratique du Congo, ce pays, je le disais, dont vous rêviez étant enfant. On va commencer par l'actualité, actualité qui dure depuis plus de 20 ans, malheureusement. Une guerre terrible dans l'est du pays, cette région qu'on appelle le Kivu, le Nord Kivu notamment. On a d'un côté la rébellion du M23, de l'autre l'armée congolaise régulière, épaulée par des groupes armés dits patriotes. Pourquoi cette guerre ? Pourquoi pas de solution politique ? Mais la guerre dure très longtemps, depuis la fin du régime Mobutu, ça fait 30 ans. Il y a eu l'exode des réfugiés Hutus du Rwanda au lendemain du génocide. Donc 1,5 million, 2 millions de personnes, des hommes, femmes, enfants, plus des militaires, des politiques, qui ont été poussés, qui se sont transportés là-bas. Alors après, il y a eu d'autres guerres pour les faire rentrer. Certains sont rentrés, mais pas tous. Et des groupes armés sont restés et se sont organisés du côté congolais pour essayer d'un jour reprendre le pouvoir au Rwanda. Ça, c'est vraiment le début. Plus des malaises sociaux, la fin d'un régime, etc. Et les guerres se sont enchaînées. Et chaque fois, et la politique du Rwanda, si vous voulez, c'est qu'il ne veut pas la guerre sur son territoire, mais il veut la mener à la frontière. Il veut garantir la sécurité de sa population, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais donc la guerre est portée dans le territoire voisin, et à ça s'ajoute évidemment l'attrait des matières premières et qui ont été découvertes ultérieurement. Le nerf de la guerre, il est là ? Les matières et les minerais ? Moi, je pense que non. Je pense que le vrai nerf de la guerre, c'est l'impératif de sécurité du Rwanda, de garantir la sécurité de ses frontières. Et alors, le président rwandais dit la sécurité des Tutsis qui vivent au Congo, des Tutsis congolais. Mais ça, c'est ce qu'il dit. Ouais. Mais à mon avis, la sécurité de ressortissants congolais elle dépend de l'autorité congolaise, il n'a pas à s'en mêler. Et alors le troisième point, évidemment, qui est soigneusement nié à Kigali, mais qui est tout de même une réalité, c'est l'extraction des matières premières de la région. Le premier producteur de cobalt au monde, niobium, colombo-tantalite, des minerais qui sont de plus en plus stratégiques, essentiels à l'industrie de pointe et qui transitent par les pays voisins. L'Ouganda, il ne faut pas l'oublier, l'Ouganda, ça transite par l'Ouganda aussi, mais essentiellement par Kigali. Ouais. Juste, vous disiez, je vous ai coupé, désolé, vous disiez découvert relativement tard cette richesse du sous-sol ? Mais oui, c'est-à-dire qu'on n'en avait pas besoin dans les années 80, rappelez-vous, on avait les ordinateurs, on avait les portables, mais le boom de l'informatique, des technologies de pointe, des nouvelles technologies est venu au tournant des années 2000. Et à ce moment-là, tout le monde s'est découvert un appétit immense. Les États-Unis, les Occidentaux, mais et la Chine aussi. La Chine qui est devenue le grand producteur d'industrie électronique et qui importe beaucoup de minerais depuis l'Afrique centrale. Et malgré de nombreux éléments à charge, le Rwanda dément la présence de ses troupes et tout soutien au groupe rebelle du M23 dans cette région congolaise du Kivu. Une petite réaction aussi sur la MONUSCO qui, d'ici au 30 juin, va plier bagage après 25 ans de présence. C'est la force onusienne de stabilisation de la RDC. Que pensez-vous de ce retrait ? Est-ce qu'il vous inquiète ? Moi, je trouve très inquiétant. Parce que, évidemment, le bilan de la MONUSCO n'est pas bon sur le plan militaire. La MONUSCO n'a pas vraiment garanti la sécurité du pays. C'est l'argument des autorités, d'ailleurs.
voilà. Et alors les autorités disent, oh ben c'est bon, vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas protégé les gens. Non, mais tout de même, en certains endroits, la MONUSCO a stabilisé, a envoyé des experts, a fait des rapports. Et donc, à tout ce qui s'est passé depuis 3 décennies, il y avait un témoin sur place. Maintenant, la tragédie va se dérouler sans témoin. Et vous l'avez dit, il n'y a pas beaucoup de journalistes. Et si les derniers témoins objectifs, si vous voulez, ce sont les gens de l'ONU et qu'on demande leur départ, c'est une tragédie à huis clos qui s'annonce. Et une autre tragédie du XXe siècle que vous avez couverte pour le quotidien Le Soir, c'est le génocide des Tutsis, évidemment. On est en 1988, vous écriviez des textes alarmistes déjà dans Le Soir. Est-ce que vous avez, en tant que journaliste, parce que c'est compliqué, des regrets de ne pas avoir senti davantage le génocide qui venait? Je pressentais des violences énormes. Je sentais que les accords de paix qui avaient été signés, conclus, pas respectés, etc. À Arusha, Arusha, c'était très difficile. Je sentais ces difficultés, je sentais une montée, une tentation de la violence. Mais l'ampleur du génocide, l'ampleur, la rapidité, l'organisation, qu'en 3 mois, on puisse tuer 800 000 personnes, je pense franchement que ni moi ni personne ne pouvait le pressentir. Mais quand bien même vous l'auriez écrit, vous dites, si j'avais écrit qu'on se dirigeait vers un génocide au Rwanda en 1994, on m'aurait traité de folle. On ne m'aurait pas cru. Y compris en Belgique, on ne m'aurait pas cru. On aurait dit, oui, tu prévois des violences, des massacres de masse, des débordements de haine ethnique, mais pas ces tentatives d'extermination de toute une population qui s'est soldée par 800 000 victimes. Ce qui est énorme, c'est le massacre de masse le plus rapide, le plus efficient du XXe siècle, parce que c'est fait à la main avec des outils comme des machettes, des houes, des outils agricoles. Ce ne sont pas des outils technologiques, des bombes ou des armes de pointe. Non, c'est fait à la main et le moteur, c'était la haine. Quelques mois plus tard, vous y retournez, vous êtes marqué par les églises qui sont devenues des charniers. Et puis un jour, vous tombez sur le regard d'un enfant qui va totalement vous faire vaciller. Oui, c'est un enfant qui était abandonné. Ses parents étaient morts. Cet enfant avait eu le crâne fracassé et il était là tout seul au milieu des réfugiés. Personne ne s'en occupait. Et là, tout d'un coup, j'ai craqué, quoi. Psychologiquement, j'ai eu envie de le prendre dans mes bras et de l'emmener en disant, au moins celui-là, je vais le sauver. Et ça, c'est le dilemme du journaliste. Le journaliste ne peut pas se permettre ça. Il y a une dame qui vous dit d'ailleurs, bah non, parce que si on fait ça, il n'y aura plus d'enfants, quoi. Si vous et tous les Blancs là, qui êtes là, les Européens, vous nous prenez nos orphelins, il va rester qui? Qui va rester parmi les Tutsis comme population? Et puis comme journaliste, eh ben oui, j'ai évidemment compris. Je me suis dit, mais non, c'est une tentation, mais je ne l'ai pas oublié. Alors vous êtes belge, vous n'êtes pas française. Pendant ces longs mois génocidaires, la France était présente politiquement et militairement au Rwanda. Pendant 27 ans, elle a été mise en accusation. Elle niait toute implication. Elle nie d'ailleurs toute implication. En 2021, la commission Duclerc a finalement établi des responsabilités lourdes et accablantes. Emmanuel Macron a fait plusieurs pas aussi en ce sens. Quel est votre regard sur cette question sensible? Mais la bataille pour la vérité a vraiment été un long combat en France, où beaucoup d'activistes, de personnalités politiques, de chercheurs, d'historiens ont essayé de dire les choses comme elles se passaient, n'ont pas été écoutées, ont été critiquées. Et finalement, c'est le président Macron qui a tranché, qui a nommé une commission d'historiens, qui a mis toutes les choses à plat, qui a regardé les documents, les témoignages, et qui finalement a franchi le pas de dire la vérité et d'aller jusqu'au bout. La Belgique avait fait le même travail en 98 et le Premier ministre belge en 99 avait demandé pardon au Rwanda. Donc la France l'a fait avec une longue période de retard et je ne suis pas sûre que même aujourd'hui, qu'il y ait l'unanimité sur ce revirement. Un livre à lire absolument. Vous dites que le devoir d'informer vous a sauvé. Il faut lire ce livre pour comprendre. J'aimerais vous poser une dernière question. En lisant vos carnets noirs, on voit à quel point vous avez l'Afrique chevillée au corps et au cœur, notamment cette région de l'Afrique des Grands Lacs, Burundi, Rwanda, République démocratique du Congo, Ouganda. Qu'est-ce qui vous fascine dans cette partie du monde? Mais d'abord les gens, parce qu'il y a
on rencontre des gens magnifiques, vraiment plein de dynamisme, de courage aussi, d'opiniâtreté, de goût de la vie, d'humour au Congo, d'humour même dans les situations les plus dramatiques. Les gens vous sortent une blague et ils essayent de survivre. Donc c'est le rattachement à la vie. Et moi, comme Européenne, si vous voulez, chaque fois que j'y vais, je reviens. Moi, j'ai le moral qui est remonté parce que eux me donnent du courage et me remontent le moral parce qu'ils croient en la vie. Et j'adore ça. Ils croient en la vie, les Congolais. Mes carnets noirs. Colette Braeckman, ses collections documents chez Weyrich Éditions. Merci beaucoup, Colette Braeckman, d'être venue sur notre plateau.